Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche. Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir, par exemple, un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc, ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 2. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 3. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité.
une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 4. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 5. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place ? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé ? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 6. Au carrefour, je cède la priorité à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Là, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Donc, je cède la priorité à gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à 2 conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 9. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est réponse A, le véhicule le plus rapide. Réponse B, le véhicule le plus lent. Réponse C, le véhicule qui monte. Réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura 2 types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez 2 cas. Vous avez le cas où c'est 2 véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec 2 véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe ? Le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse D. Alors, ici, tu vois, on a juste vu même pas 1/25e, 1/4 de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire, là, on n'a même pas vu, même pas 1/10
d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc je t'incite fortement, si tu ne les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Question numéro 11. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement. Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse B. Vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C. Lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter. Que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore 2 cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre
d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. L'indice le plus important est en zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Réponse C, zone C. Alors, regardez bien en zone A, c'est-à-dire le rétroviseur extérieur gauche. Il n'y a rien, il n'y a personne. Sur le rétroviseur intérieur, donc la zone B, pareil, personne à l'horizon. Par contre, en zone C, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cycliste. Donc ici, l'indice le plus important sera en zone C, ce sera le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. J'augmente ma distance de sécurité car... Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. Non, on n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers. C'est parce que ce sont des usagers vulnérables.
la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, oui réponse A, non réponse B. Une interdiction de faire demi-tour, oui réponse C, non réponse D. Alors, encore une chose qu'on a vue à plusieurs reprises, donc ce panneau, effectivement, indique l'entrée d'un tunnel. Bon, c'était plutôt facile, il y a un tunnel devant nous. Cependant, comme beaucoup d'autres panneaux, ce panneau sous-entend d'autres panneaux. Alors, quel autre panneau sous-entend ce panneau d'entrée de tunnel? Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, donc l'obligation des feux de croisement. Ensuite, l'interdiction de stationner et de s'arrêter dans le tunnel. Et enfin, l'interdiction de faire demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 17. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée. Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, bah déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 19. Un véhicule arrive en sens inverse. Réponse A, je dépasse le cycliste. Réponse B, je ralentis. Alors, je pense que tu sais déjà que en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, tu dois tenir un intervalle de sécurité de 1 mètre. Alors, ici, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Donc, il est très peu probable qu'on puisse tenir cet intervalle de sécurité. Donc, ce que je fais dans cette situation, je ralentis, j'attends que la voiture passe et je regarderai le moment venu si je peux dépasser le vélo.
La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ces feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 21. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard ? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Dans ce contexte, réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton. Ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter
à un passage piéton. Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. Hein, c'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 € d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier, qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées. Par exemple ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule déjà il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante.
Question numéro 26. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 27. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans.
Réponse B, tous les 3 ans. Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si tu as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent subvenir à cette formation. Donc, on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc, ici, le véhicule a plus de 4 ans. Donc, le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens, hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans la formation, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Ce marquage au sol autorise le déplacement des 2 roues motrices. Oui, réponse A, non, réponse B. Le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce marquage au sol, c'est-à-dire des lignes
pointillés très rapprochés. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Cette ligne de dissuasion interdit le déplacement. Donc le dépassement est totalement interdit avec une ligne de dissuasion. À ne pas confondre avec des lignes de séparation de voies, comme vous le voyez ici. Alors, cette ligne de dissuasion autorise le déplacement des véhicules lents exclusivement. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 35. Hors probatoire, je viens de perdre un point. Je peux récupérer ce point automatiquement. Réponse A, dans 3 ans. Réponse B, dans 6 mois. Réponse C, dans 1 an. Réponse D, dans 2 ans. Alors ici encore une fois c'est une question de cours, donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation qui vous montre les récupérations de points automatiques hors probatoire. Alors comme vous pouvez le voir en fait quand vous perdez des points vous pouvez les récupérer automatiquement si vous ne commettez pas d'infraction. Ça dépend de l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que vous avez perdu. Lorsqu'on perd qu'un seul point, alors on peut récupérer ce point dans les 6 mois, si on n'a pas commis d'autres infractions entre-temps. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau. Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les 2 panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont les réponses B et C. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule
qui est pas en panne, en fait, qui a le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, hein, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui ne fonctionne pas. Alors attention, parfois, les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Je viens d'acheter un véhicule. Pour changer la carte grise, je dispose d'un délai. Réponse A, de 1 mois. Réponse B, de 4 mois. Pendant ce temps, je peux rouler avec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous avez 1 mois pour changer la carte grise. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler avec en utilisant le coupon détachable de l'ancien propriétaire. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 39. La portée des feux de croisement est de réponse A, 30 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Alors, la portée des feux de croisement est de 30 mètres. Alors que, par exemple, la portée des feux de route est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route.
Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de: réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, il faut que tu saches que l'alcoolémie est exprimée en 2 unités, en grammes par litre de sang et en milligrammes par litre d'air. Comme le document que je te montre ici et que tu retrouveras dans la formation, pour un permis probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.